Control, we passed the 6-minute mark in our countdown for Apollo 11. Now 5 minutes, 52 seconds and counting. We're on time at the present time for our planned liftoff of 32 minutes past the hour. Spacecraft test conductor Skip Jovan status check of his personnel in the control room. Le défi du XXe siècle fut la conquête de l'espace. Celui du XXIe pourrait bien être la résolution du labyrinthe. C'est le labyrinthe. Le labyrinthe a bien été construit par quelqu'un. C'est le moment de savoir contre qui on doit se battre. On va se battre pour sortir, même si on doit en mourir. Et pourtant, afin de faire face à ce problème complexe, l'ESI Amiens a fait appel à une équipe de professionnels.
bonjour. Donc on va vous présenter le fonctionnement du robot, les différents composants qu'on a fixés dessus et toute la conception de A à Z. Donc tout d'abord, on a pris une plaque qu'on nous a donnée. Dessus, on a fixé donc une rotule avec une bille de roulement qui va permettre de rajouter une stabilité, que ce soit dans les lignes droites ou même dans les virages. Ensuite, deuxième étape, on a fixé donc les supports de servomoteur. Sur ces supports, on a fixé donc les servomoteurs. Et sur ces servomoteurs, on a fixé grâce à une vis, en fin de compte, les roues. Ensuite, on a fixé une plaque sur le dessus grâce à 4 entretoises. Sur cette plaque du dessus, on a mis tout l'emplacement batterie. Donc là, ici, on utilise deux boîtiers de 3 piles de 1,2 volts chacune, qui sont reliés en série à la carte. Ensuite, donc, on a rajouté encore 4 entretoises et une plaque pour pouvoir avoir un espace pour pouvoir fixer la carte. Cette carte, elle est donc fixée grâce à des entretoises en plastique pour éviter tout faux contact et autres, ainsi que les vis qui dépassent, on les a recouverts de capuchons pour éviter aussi les faux contacts. Donc quant à moi, je vais vous présenter la carte électronique qu'on a réalisée de A à Z. Elle est composée de différents composants, dont un microcontrôleur, un écran LCD, différents petits composants comme des condensateurs, des résistances ou des boutons. Et donc c'est cette carte électronique qui va permettre de piloter tout le robot. Le microcontrôleur va envoyer des informations au servomoteur, des signaux, et il va en recevoir des capteurs pour permettre de s'orienter dans le labyrinthe. On a un écran LCD pour avoir un retour sur les informations et différentes LED qui nous permettent de savoir l'état de fonctionnement du robot et éventuellement d'autres informations. On a ici un transistor qui permet d'avoir une régulation en tension et donc on vient recharger directement le robot au niveau de ces pins là et ceux-là. On a également un potentiomètre qui permet de contrôler le contraste du LCD et un interrupteur qui permet d'allumer et d'éteindre la carte, comme ceci. Donc on a mis une sécurité pour éviter que le robot avance en permanence. On allume l'interrupteur, on a le voyant qui s'allume et ensuite on appuie sur ce bouton pour faire démarrer le robot. Et donc on voit bien les roues qui tournent et également les informations sur le LCD. On a donc ensuite les capteurs juste devant qui ont été fixés à 90 degrés pour avoir de meilleures informations, une plus grande précision et savoir exactement où le robot se situe. On les a fixés grâce à de la mousse, avec de la mousse fixée avec des fils torsadés et la mousse va permettre donc d'absorber les chocs en cas de collision avec des murs. Voilà. Donc on va ici expliquer le code qui permet au robot de résoudre ce labyrinthe. C'est un code qu'on a écrit de A à Z et donc il commence avec un include où on inclut la librairie qui permet de gérer le microcontrôleur, le nôtre, le PIC32. On a ensuite des petits fusibles. Les fusibles ils sont là pour garantir une sécurité au niveau du code et que tout se passe bien, donc ça on n'y a pas touché. On déclare l'horloge interne, la fréquence à laquelle le microcontrôleur va travailler, c'est grâce à cette ligne là. Et ensuite on déclare aussi la fréquence, enfin le signal PWM, donc la fréquence de ce signal et quel timer on utilise, et aussi donc les pins sur lesquels ils vont être envoyés. Donc ça c'est pour contrôler les servomoteurs. On inclut également une librairie LCD 2016.c pour contrôler le LCD simplement. Donc ensuite on a la déclaration de 3 variables globales, des variables réelles et qui vont correspondre en fait aux valeurs des distances entre les capteurs et les obstacles. Donc pour calculer ces valeurs, pour les savoir, on utilise donc les modules à ultrasons qui sont contrôlés grâce à ce module capteur. Donc comment ça fonctionne? Imaginons qu'on prenne le capteur de gauche. Dans ce cas là, on va envoyer un signal de 10 microsecondes sur la broche trigger du module à ultrasons.
c'est un signal de 10 microsecondes et c'est pour ça qu'on le met à l'état haut puis à l'état bas. C'est un signal de déclenchement et donc c'est à ce moment là que le module à ultrasons va envoyer une onde ultrasonore qui va rebondir sur l'objet et qui va revenir sur le récepteur à ultrasons. Et une fois qu'il a reçu le signal, le module à ultrasons sur sa broche écho, donc l'écho, va émettre un signal. Donc c'est pour ça qu'on attend en fait qu'il y ait un signal sur l'écho. On l'attend ici à cette ligne là grâce à ce while et on a une sécurité qui est trop loin qui permet que si il n'y a aucun signal qui revient, le programme ne soit pas bloqué. Imaginons que l'onde se perd, donc il n'y a aucun obstacle ou trop loin, il n'y a pas de problème, le programme ne se bloque pas. On attend ensuite du coup c'est-à-dire que là on a reçu un écho et on attend ensuite le front descendant de l'écho. Parce que ce signal écho va être à l'état haut proportionnellement à la distance. Donc en fait, à chaque fois que il y a une microseconde de l'état de l'écho qui est à l'état haut, on incrémente la variable. Et donc à la fin de ce while, en fait, on sait exactement combien de microsecondes l'écho a été à l'état haut. Et c'est comme ça qu'en divisant par 58, on arrive à savoir la valeur de la distance entre le capteur gauche et l'obstacle. C'est exactement la même chose au niveau du capteur droit, sauf que les pins sont différents, et la même chose pour le capteur de devant. À la fin, on a un printf qui permet d'afficher les valeurs sur l'écran LCD. On rentre ensuite dans le main. Dans le main, on a une variable, enfin un entier bouton qui va être là pour savoir si on a appuyé sur le bouton qui est sur la carte électronique ou pas. On autorise les interruptions, on met l'écran LCD sur le mode écriture et on initialise le LCD. On peut ensuite rentrer dans la boucle infinie où on va d'abord en permanence relever l'état du bouton, c'est-à-dire que si l'état a changé, dans ce cas là on fait basculer la variable bouton, et si la variable bouton est à l'état 1, c'est-à-dire que si on a appuyé dessus, on peut alors commencer à résoudre le labyrinthe. Donc qu'est-ce qu'il fait en permanence le robot? C'est qu'il va tout droit. Grâce à ces deux lignes là, on met le moteur droit donc à tourner dans le sens horaire et le moteur gauche au sens anti-horaire, ce qui correspond à ces valeurs là. On a ensuite la variable, enfin on appelle ensuite la fonction capteur qui va nous permettre de savoir où se situe le robot au niveau des obstacles qui l'entourent, et donc et donc on va savoir dans quelle configuration le robot se trouve. Pour réaliser un virage à gauche par exemple, on a déterminé, on a pris comme condition que devant il fallait qu'il y ait un mur qui soit suffisamment proche, à droite il fallait qu'il y ait un mur qui soit suffisamment proche, et à gauche il fallait qu'il y ait un espace. Dans cette configuration et dans ces trois conditions, le robot peut réaliser un virage à gauche, et donc il le réalise notamment en arrêtant un moteur, donc c'est-à-dire qu'on lui envoie un rapport cyclique PWM de 15%, ce qui correspond à la valeur de 150 ici. Donc on arrête le moteur gauche et on fait toujours avancer le moteur droit pendant une certaine durée qu'on a déterminée expérimentalement, et donc le robot réalise un virage à gauche. C'est la même chose pour le virage à droite, exactement la même chose, sauf que les conditions sont différentes et c'est cette fois-ci le moteur droit qui s'arrête. Et pour les corrections c'est la même chose, sauf que la durée va être moindre parce qu'on veut seulement réaliser des petites corrections et on va pas totalement arrêter le moteur. On va pas totalement arrêter le moteur, mais on va juste le ralentir en fait. Et donc on a différentes conditions ici pour les corrections, pour qu'il corrige au mieux sa trajectoire. Et on a notamment ici la valeur 17,24 qui s'affiche quand un capteur est bloqué et collé à un mur. Il renvoie 17,24, donc on le savait, et on a rajouté cette condition pour qu'il se décolle du mur si jamais il se retrouve dans cette configuration. On a à la fin le L qui permet d'arrêter les moteurs si jamais au début du programme on n'a pas encore appuyé sur le bouton.